Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons ce conseil municipal du 13 novembre 2024. Nous commençons par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Monsieur Denis. Madame Cissé. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronel-Las. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Diaby. Madame Ankanka. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Nous ouvrons cette séance et nous commençons par la nomination d'un secrétaire de séance. Monsieur Timofté, êtes-vous d'accord? Super, merci. Et nous enchaînons avec la nomination d'un secrétaire de séance, de l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Ok. Nous commençons par les informations générales en ce début de conseil municipal. Donc, petit retour sur le 11 novembre, la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, et l'hommage qui est rendu à l'ensemble des soldats, notamment qui sont engagés et qui ont été blessés ou morts pour la France. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui étaient présentes, qui étaient très nombreuses, et particulièrement les nombreux conseillers municipaux jeunes et les passes jeunes citoyens qui étaient présents, parfois avec leurs proches, avec leurs familles, leurs parents. Bravo à eux. Pour nos aînés, comme nous l'avions annoncé dans le magazine municipal, nous avons organisé deux rencontres festives avec des thés dansants qui ont réuni plus de 600 convives. Près de 600 convives, c'était formidable. Avec des remerciements tout particuliers à l'ensemble des équipes de la ville et du CCAS qui ont été mobilisées. Toutes les équipes qui ont été mobilisées, et également les bénévoles qui ont été très nombreux à donner un coup de main pour ce très bel événement à reproduire évidemment. Toujours pour nos aînés, à partir du 9, 10 et 12 décembre, nous distribuerons les colis de Noël. Un courrier va être adressé à toute personne ayant 66 ans et plus, puisqu'on harmonise. Il y a des activités qui étaient pour les 67, d'autres pour les 68, d'autres pour les 66. Donc, à partir de 66 ans désormais, l'ensemble des personnes habitant Neuilly-sur-Marne recevront un courrier. Celles et ceux qui ne l'auraient pas reçu, à la fin du mois de novembre, n'hésitez pas à vous signaler auprès des équipes du CCAS. Sur les festivités de fin d'année notamment. Alors avant la fin d'année, la semaine prochaine, ce samedi, nous aurons la première édition du Salon du Livre en partenariat avec le Lions Club. Et pour les festivités de fin d'année, on commence dès la toute fin novembre et début décembre avec le Salon des Arts Créatifs, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. Puis nous enchaînons avec un marché de la Saint-Nicolas autour de la place de l'église qui est renforcé et regroupé les vendredis 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre prochain avec de nombreuses animations pour les petits et les grands. Et enfin, le samedi 14 décembre, nous aurons la première édition de la Neuilly Game Zone avec aussi une sensibilisation pour la prévention de la dépendance aux écrans.
Pour la jeunesse, cette fois, nous aurons la bourse au mérite avec plus de 116 jeunes bacheliers qui recevront un prix cette semaine de toutes les filières. C'était une volonté de la municipalité de récompenser non seulement les bacheliers de la filière générale, mais également ceux des filières techniques et professionnelles, qui sont évidemment tout aussi méritants lorsqu'ils font l'effort effectivement de travailler après. Donc recevront ces récompenses cette semaine. Et enfin, démocratie participative. Nous vous donnons rendez-vous pour celles et ceux qui sont intéressés. Je vous rappelle que tout habitant de son quartier qui a 16 ans ou plus est invité à participer au conseil de quartier dans un but évidemment constructif et pour faire avancer les projets de la ville, particulièrement dans son quartier, avec plusieurs rendez-vous qui sont fixés. Pour le quartier des 24 Arpents et du 11 novembre, le rendez-vous est donné le mercredi 27 novembre à l'école Jules Verne. Et cette même date, un peu plus tard dans la soirée, ce sera le quartier des Primes Verts qui sera convié dans cette même école Jules Verne. Pour le quartier de Maison Blanche et à l'avenir, nous commençons le 4 décembre par Maison Blanche, puis le 4 décembre toujours le quartier de l'Avenir. Nous enchaînerons le 10 décembre avec le quartier Pont des Trois Communes, Fauvette Nord d'une part, et après, dans la soirée, le quartier des Fauvettes. Et nous finirons par le quartier du centre Bord-de-Marne le jeudi 12 décembre. Et nous enchaînerons toujours le 12 décembre avec l'Épidore et Blancheville. N'hésitez pas à venir. Bon, évidemment, toutes les dates sont rappelées dans le magazine seront rappelées dans le magazine pour que vous puissiez y participer. Madame la première adjointe, je vous cède la parole pour le point relatif à la convention de partenariat entre la ville et l'association Les Papillons. Bonsoir à tous. Face à une augmentation croissante des faits de violence sur les plus jeunes en France, la municipalité donc a souhaité conventionner avec l'association Les Papillons pour l'installation de boîtes aux lettres qui sont donc destinées à recueillir la parole des enfants victimes de violences, qu'elles soient du harcèlement scolaire, qu'elles soient des violences physiques et intrafamiliales. Et donc l'installation de ces boîtes aux lettres, on peut dire, sera installée dans 10 écoles élémentaires de la ville. Une partie alors vous avez la description parce que vous avez lu la convention, donc vous savez exactement comment on va recueillir les témoignages de ces enfants, où ça va être installé, qui est chargé en fait de récupérer donc les documents. Vous avez pu lire aussi dans cette convention que tous les personnels qui vont intervenir vont être formés. Et donc, pour conclure, une partie du projet sera financée dans le cadre du contrat de ville pour les écoles situées dans le quartier prioritaire et le reste sera pris en charge par la ville. Cette convention donc est signée pour une année scolaire jusqu'au 31 août 2025. L'association dressera ensuite un bilan d'activité, reviendra donc au conseil municipal d'autoriser la poursuite de cette action, voire de l'étendre au collège si elle a du succès. Il est donc demandé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Les Papillons et à verser les contributions et signer les documents afférents à cette convention. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame la première adjointe. Donc nous avons voulu cette action forte pour libérer la parole des petits océans et évidemment avec un encadrement que vous avez précisé et qui garantit la confidentialité et le traitement par les professionnels. Sachant qu'il existe déjà aussi à l'éducation nationale des mesures de prévention et aussi l'intervention de spécialistes de tous ces, on va dire, ces violences. Mais je pense que même si ce n'est qu'une situation que nous arrivons à repérer, je pense que c'est important aussi pour la suite et pour ces enfants qui malheureusement n'arrivent pas toujours à évoquer ce qu'ils subissent et à l'école et au sein parfois des familles. Voilà. Merci Madame la première adjointe. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Messieurs, dames, bonsoir. Madame la première maire adjointe. Effectivement, l'intention est louable, mais plusieurs questions se posent pour ce processus. La municipalité a-t-elle pris contact auprès de l'inspecteur et des directeurs et directrices de la ville pour avoir leur avis sur cette convention? C'est ma première question.
D'autre part, l'éducation nationale se préoccupe déjà de ces sujets. Elle a notamment mis en place un programme appelé phare qui vise à faire remonter les cas des harcèlements. Sachez que pas plus tard que ce matin, les enseignants de la ville ont eu une formation de rappel afin de repérer et d'agir au cas où ils repéraient des élèves qui subissent des abus sexuels. N'y a-t-il pas de risque d'avoir des doublons? Enfin, cette association n'a pas l'agrément de l'éducation nationale, d'après ce qu'on a compris. Et dans plusieurs communes de France, les boîtes aux lettres ont été retirées puisqu'en l'absence de convention de l'éducation nationale, l'éducation nationale ne pouvait mettre en jeu la responsabilité de ses enseignants. Aussi, à défaut de convention tripartite, pourquoi ne pas tout simplement installer des boîtes aux lettres dans les lieux fréquentés par les jeunes, tels que médiathèques, espaces jeunes, centres de loisirs, gymnases et autres. Quoi qu'il en soit, rappelons qu'il serait bienvenu de régler les problèmes qui pèsent sur le fonctionnement des écoles au quotidien et dont la municipalité a la responsabilité directe. En effet, il n'est pas rare, et encore très récemment, que des écoles ne disposent pas de ce qui est nécessaire à la vie scolaire et qui dépend directement de la mairie. Nous citerons des problèmes de fourniture de papier toilette, des problèmes de chauffage, des problèmes de locaux, présence de rats ou de souris, problèmes de plomberie, des fuites qui impactent négativement la vie de nos enfants dans nos écoles et bien évidemment du personnel enseignant. Et puis autre chose, je vois que vous parlez aussi des collèges. Est-ce que vous avez pris aussi contact avec le département pour sa partie collège? Parce que vous dites que vous aimeriez bien étendre cela au niveau des collèges. Monsieur Ben Saïd, je note, en tout début, vous êtes félicité de l'opération et de cette convention, puis vous nous demandez de ne pas le faire parce qu'elle n'a pas de lien, l'association n'aurait pas d'agrément, et à la fin vous revenez en disant que finalement il faudrait non seulement la faire dans les écoles mais aussi dans les collèges. J'ai pas très bien compris la ligne directrice. Je vous dis simplement que cette association fait ses preuves. Elle est implantée dans beaucoup d'établissements scolaires en France. Naturellement, l'inspecteur de l'éducation nationale et les enseignants, les directeurs sont informés par l'inspecteur de l'éducation nationale. Cela relève effectivement du lien qu'il y a entre la ville et l'inspecteur de l'éducation nationale. Ça ne fait pas doublon puisque la méthode et la méthodologie est différente avec un traitement qui est différent, et je pense que ouvrir des canaux différents pour les enfants permet à chacun de s'exprimer de la manière la plus adéquate possible. Donc cela n'est pas exclusif d'autres modalités d'écoute des enfants. Donc si on met en place des boîtes aux lettres anonymes, c'est aussi pour permettre une autre expression de l'enfant qui peut-être par le cadre pourrait être impressionné par l'enseignant, j'en sais rien, mais en tout cas il peut y avoir plein de raisons qui feraient que l'enfant préférerait peut-être déposer un courrier dans cette boîte aux lettres anonymement. Et d'autre part, si cela fonctionne, pourquoi pas l'étendre, mais l'association travaille dans les écoles avec un encadrement qui est celui des enseignants, des directeurs d'école. Il faudrait envisager peut-être, si cela fonctionne et si cela fait ses preuves, de l'étendre. Mais encore une fois, je ne comprends pas très bien le fil conducteur de votre pensée, puisque vous remettez en doute le travail de cette association. Vous dites pourquoi conclure avec elle alors qu'elle n'aurait pas d'agrément, et après vous voulez qu'elle le fasse non seulement dans les écoles, mais dans les lieux fréquentés par les écoles, par les enfants, et aussi je me suis mal exprimé. Ok, je vous laisse préciser. Alors en fait, d'abord, je voulais savoir, est-ce que vraiment vous avez discuté directement avec l'académie, avec les enseignants, les directeurs, directrices? J'ai pas eu de réponse. Je vous l'ai dit, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Ben Nous, on a Saïd. compris que vous n'avez pas eu l'aval. C'est ce qu'on a compris. Non. La deuxième chose, quand je parlais du je collège... sais pas qui vous a dit ça, mais vous êtes mal renseigné. Ok, alors au niveau des collèges, je vous ai dit, vous êtes en train de dire que vous voulez l'étendre au collège. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Voire de l'étendre au collège. Je lis la délibération, monsieur le maire. Monsieur, l'association peut aussi intervenir au collège. Vous le savez, je pense et je l'espère, que la ville n'est pas gestionnaire des collèges. Ah bah c'est pour ça que je vous posais la question, parce que regardez, monsieur le maire, la convention est signée pour une année scolaire jusqu'au 31 août 2025. L'association dressera un bilan d'activité et il reviendra au conseil municipal d'autoriser la poursuite de cette action, voire de l'étendre au collège. Oui, mais si l'action est utile et concluante, vous avez mal au bras ?
Non, non, je fais du sport. D'accord, vous faites du sport pendant que je vous réponds, c'est assez peu agréable. Mais je vous réponds simplement que si l'action est concluante, on peut la proposer pour que le collège, effectivement, les mette en place. Mais comme nous avons des actions avec les collèges, dans le cadre du CLSPDR, on travaille avec les collèges. On n'a pas besoin de passer par le département pour être en lien avec les établissements. La ville ne gère pas les collèges. C'est le département qui les gère. Mais nous sommes en lien avec les principaux des 3 collèges. Donc quand il y a un dispositif qui fonctionne quelque part, on le fait. Les conseillers municipaux jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des collégiens de 5e et de 4e. Et on n'a pas besoin de l'aval du département pour aller nous présenter et présenter le dispositif aux collégiens. Donc là aussi, si l'action fonctionne, on pourra la mettre en place dans les collèges en lien avec les principaux. Mais c'est pas nous d'autorité c'est pas nous qui allons imposer quoi que ce soit. On le fait en discutant et si l'action est concluante. Oui, le plus simple, ce serait le cas échéant de reproposer la délibération, à minima, avec une signature tripartite. Le président de la fondation, fondateur, l'inspecteur d'académie et la municipalité. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, parce que vous nous dites que l'inspecteur donne sa valide. Non, c'est présenté à l'inspecteur et l'inspecteur est informé de la situation et du dispositif. Mais il est informé. Est-ce qu'il est d'accord, monsieur le maire? C'est juste, est-ce qu'il est d'accord? On joue pas sur le. Je ne sais pas parce que vous semblez prétendre qu'il n'est pas d'accord. Alors montrez-moi qu'il est d'accord. Alors dites-nous si vous nous dites qu'il est d'accord, on vous croit sur parole. Dites-nous, est-ce qu'il est d'accord? Il est mis dans la boucle. Il est informé. Informé, donc il n'est pas d'accord. Mais non, il n'a pas donné son accord. Non, mais on va pas jouer sur les mots. Pardon, mais. Je comprends pas cette espèce de polémique stérile. Enfin, ce dispositif, soit il vous convient, soit il vous convient pas. Non. Si vous le trouvez utile, votez pour l'adoption. Si vous le trouvez pas utile, ne votez pas ou abstenez-vous. Non, on essaie d'avoir des renseignements pour pouvoir délibérer. Mais vous prétendez des choses qui sont pas vraies. Non, on prétend rien du tout. On veut savoir s'il y a des doublons, si l'éducation elle a bien validé ce process. Si elle l'a pas validé, dites-nous oui ou non. Donc il est informé, il est dans la boucle. Ok. Est-ce qu'il y a un danger pour les enfants qu'il y ait un doublon? Madame la première maire adjointe, si on doit rentrer dans le détail, vous pensez qu'un gamin, excuse-moi Bertrand, vous pensez qu'un gamin de 7 ans, il va écrire un courrier, il va le mettre dans une enveloppe, il parle. Vous savez, il y a d'autres moyens. Un gamin, il va écrire, il va dire Si le projet est présenté aux enfants et qu'on leur explique exactement ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, je vois pas pourquoi en fait ils ne le feraient pas. Ça dépend comment c'est présenté. On aurait bien aimé que l'éducation nationale valide parce que c'est son domaine. Oui, mais je pense que c'est pas que le domaine de l'éducation nationale, la prévention contre les risques tels qu'ils sont décrits. C'est l'affaire de tous, je pense. Ah oui. Et pourquoi il y a autant d'actions d'associations de prévention qui se rendent dans les différents établissements alors qu'il y a des actions de prévention qui sont mises en place par l'éducation nationale? Moi, je ne vois pas le problème. Après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que c'est pas pertinent, que ça n'est pas utile, vous êtes libre de vous opposer au dispositif. Monsieur le maire, on trouve que l'idée, elle est excellente, elle est louable, et on vous demande, voilà, exactement, on vous demande de la mettre à la médiathèque, dans les gymnases et ailleurs, et laisser l'école être gérée par l'éducation nationale, sauf s'il y a une convention tripartite. Et là, si vous n'êtes pas d'accord, vous votez contre, et puis voilà. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Très bien. Je trouve cela regrettable. Monsieur Timofté, vous avez la parole sur l'avis de la commune sur le plan de mobilité en Île-de-France. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Le plan de mobilité Île-de-France est proposé par Île-de-France Mobilité. Et ce plan de mobilité, appelé PDIMF, a été arrêté le 27 mars 2024 par le Conseil régional d'Île-de-France. Alors, ce plan ambitieux comprend 14 axes et 46 actions, avec un accent particulier sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, issues bien sûr des transports, puisque ça concerne les transports. Alors, parmi les projets phares de ce plan, on trouve le prolongement de la ligne 11 du métro, dont la municipalité de Neuilly-sur-Marne défend activement la réalisation, avec bien sûr le soutien des hauts responsables et la participation citoyenne. Ce projet
a été relancé et intégré au contrat de plan État-région avec des crédits d'études accordés pour en évaluer la possibilité. En outre, toujours en collaboration avec Île-de-France Mobilité, la municipalité œuvre pour mettre en place un transport commun en site propre, qu'on appelle le TCSP. Il dépend rapidement des gares RER-E de Chelles et RER-A de Val-de-Fontenay. Il offre ainsi une capacité accumulée pour les usagers. Le conseil municipal est donc invité à donner un avis favorable au PDIMF 2030, sous réserve de la prise en compte des remarques locales, bien sûr, et à autoriser Monsieur le maire à transmettre cet avis et en assurer le suivi. J'invite donc les élus à délibérer. Merci Monsieur Timofté. Donc plusieurs choses qui sont essentielles et que vous avez parfaitement rappelé. La priorité des priorités, c'est la ligne 11 du métro, puisqu'elle elle offrirait un avenir vraiment différent au développement de la ville et ce qui serait vraiment souhaitable. On continue à œuvrer pour. Il y a des rencontres qui vont être organisées très prochainement pour qu'on puisse porter la cause et notamment la parole de la ville de Neuilly-sur-Marne dans les instances ministérielles. En tout cas, du côté de la région, nous avons été entendus puisque les crédits d'études, eux, sont consacrés pour la ligne 11 du métro, ce qui est une avancée extraordinaire puisque ce projet, je le rappelle, était enterré quand nous sommes arrivés en fonction pour la ville de Neuilly-sur-Marne notamment et son prolongement. Les lignes de bus du quotidien évidemment sont aussi une priorité extrêmement importante pour nous et nous travaillons avec la RATP qui a été reconduite dans la délégation de services publics puisqu'elle a été désignée pour gérer le réseau de Neuilly-sur-Marne tel qu'il était auparavant. Le seul changement, c'est sur la ligne 643. Mais donc la ligne 113, nous avons obtenu notamment des bus articulés. Évidemment, nous demandons à ce qu'il y en ait plus, notamment sur les heures creuses et en heures de pointe, éviter les trains de bus, c'est-à-dire les bus qui se suivent les uns après les autres. Nous avons eu des améliorations, malheureusement par vague, c'est assez inégal et nous avons alerté à la fois la RATP et Île-de-France Mobilité sur le sujet. C'est un sujet qui est extrêmement important pour nous et sur lequel on rebondit en permanence. La ligne 203 également, avec un renfort qui est demandé, et notamment sur les horaires plus tardifs, où il n'y en a pas. Le 214, alors là, n'en parlons pas, il y a bien il y a des horaires pendant lesquels il y en a un toutes les heures, donc c'est très compliqué. Donc là aussi, un renfort. La ligne 127, il a été demandé pouvoir la prolonger, donc on a obtenu gain de cause sur ce point-là, et donc on aura le tracé prochainement. La ligne 303 également, elle pose des difficultés puisque elle est très longue, c'est une des lignes les plus longues, si ce n'est la plus longue de toute la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle part de Noisy-le-Grand et elle arrive jusqu'à Bobigny, avec un trajet très inégal en termes de temps de parcours, et le 643 qui là aussi dessert la zone de Maison Blanche notamment, mais pas de manière très performante. Donc nous avons demandé le renfort sur ces lignes. Nous avons demandé de nouvelles lignes également qui sont en étude, donc pour permettre de lier, notamment de relier le quartier de Maison Blanche et la frontière de Gagny, l'avenir, au RER A, puisqu'aujourd'hui le seul lien possible est par le 113, mais de manière assez compliquée, et l'accès à la RN 34 est parfois un peu long. Ça me permet de faire le lien avec le TCSP, le transport en commun en site propre, qui là aussi est un sujet sur lequel nous avons eu à avoir des échanges dans le cadre de l'enquête publique. L'enquête publique qui est lancée et qui s'est terminée ce soir à 18h, je crois. Et donc le TCSP, donc c'est toute une ligne de bus qui irait de Val-de-Fontenay jusqu'à Chelles, en passant par les villes donc de la frontière de Gournay-Gagny, mais surtout Neuilly-sur-Marne qui a le plus long tracé. La ville du Perreux, de Neuilly-Plaisance, qui est traversée sur un petit tronçon. La ville du Perreux sur laquelle il y a une difficulté puisque la ligne de bus, donc sur tout le tracé, il y a 2 voies qui sont dédiées au bus, une montante, une voie
voie descendante, sauf au Perreux où c'est un demi-tronçon, donc il n'y a qu'une seule voie, et donc un demi-tronçon pour la montée et l'autre pour la descente, ce qui pose certaines difficultés. Et donc on est très attentif à ce que la ligne du TCSP sur la RN 34 puisse se faire, parce qu'elle est absolument urgente. Je rappelle que le délai qui est annoncé, c'est 2030. 2030, c'est demain. On arrive en 2025. Le temps de faire les travaux et le temps de lancer la machine. Si c'est mis en service réellement en 2030, ce sera un horizon qui est plutôt relativement proche. Je rappelle que le TCSP, ce sont quand même des bus de très grande qualité, puisque ce sont des bus tout électriques, avec 2 articulations qui font 26 mètres de long et qui prennent 180 passagers en même temps, avec une fréquence en heure de pointe à 3 minutes entre deux bus. Donc un bus à haut niveau de service et qui pourrait encore une fois être mis en service dès 2030 si le point du Perreux peut être réglé. Donc on milite avec le territoire pour que ça puisse se faire. Avec des méthodes un peu différentes, mais l'objectif est d'arriver à la même chose, c'est que ce bus puisse se faire et qu'il puisse se faire le plus vite possible. Sans oublier évidemment tout le schéma cycle, mais qui ne fait pas partie forcément des points les plus sensibles nous concernant, puisqu'on a on a été la première ville, ou l'une des premières villes, je crois, la première ville du territoire à mettre en place un schéma directeur cyclable. On l'avait fait en tout début de mandat, et donc on aménage au fur et à mesure les espaces pour que ça puisse l'espace public puisse accueillir aussi des vélos en toute sécurité. On a beaucoup de départementales, donc ça relève pas forcément de la ville, mais du département. On milite dessus aussi pour qu'on puisse être entendu notamment sur Paul et Camille-Tomou et évidemment sur la RN 34. Et la RN 34 pourrait encore une fois être bien desservie en termes cyclables avec ce TCSP. Voilà pour la synthèse. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Amache. Alors, on va clarifier un peu tous les éléments qui ont été amenés. Le plan qui nous est soumis ce jour pour avis est dense, très dense, 685 pages, et même très ambitieux. Comme nous, après lecture, cela n'a échappé à personne ici. Le prolongement tant attendu de la ligne 11, de Rosny-sous-Bois à Champs-sur-Marne, n'y est pas évoqué. Vous pouvez faire le test. Les requêtes s'arrêtent, toutes les requêtes qui sont faites sur la ligne 11 s'arrêtent à Rosny-sous-Bois. Il fait d'ailleurs partie des réserves proposées dans la délibération. Elles ont évidemment motivé notre vote. Ce projet a aussi quelques faiblesses. Le principal étant qu'il n'y a aucun engagement financier. Souvent bonnes, ce sont au final que des intentions. Mais comme l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions, il y en a une qui le rendra inopérant. Valérie Pécresse, présidente de la région et d'Île-de-France Mobilité, fait le choix politique de privatiser les lignes de bus de la RATP. Ce choix est d'écarter la possibilité d'une régie publique pour l'exploitation de l'ensemble des lignes de bus actuellement gérées par la RATP et de procéder au remplacement progressif de l'activité bus de l'entreprise publique par 13 entreprises privées d'ici le 1er octobre 2025. Ce n'est pas la RATP qui a remporté le marché, c'est Cap Île-de-France, une filiale de droit privé. C'est une aberration dont les usagers vont subir les désagréments au quotidien. Toutes les lignes, vous l'avez dit, qui desservent notre commune sont concernées dès cette année. La présidente de la région cache son dogmatisme libéral sous une pseudo-obligation européenne de privatisation des lignes de transport, aujourd'hui exploitées par une entreprise publique de service public. C'est faux. Elle n'est pas obligée de le faire. Y compris qu'elle le fait en l'absence d'études d'impact sur les conséquences économiques, sociales et environnementales dans notre région, qui pèse près de 31% dans le PIB national. Elle sait pertinemment que quand les transports vont mal dans une région capitale, c'est toute l'économie qui va mal. D'ailleurs, dans les grandes métropoles internationales, depuis leur désastreuse expérience, la puissance publique reprend en gestion directe leur réseau de transport. Elles ont compris qu'un réseau fonctionnel au quotidien doit être indépendant de stratégies propres à des groupes privés, français ou étrangers. Enfin, le processus de privatisation est engagé sans même un retour d'expérience de la mise en concurrence des réseaux de bus de la Grande Couronne.
La semaine, par exemple, la semaine du 4 au 8 novembre, rien que sur le réseau de Cergy-Pontoise Confluence, ce sont 862 courses qui ont été supprimées. La qualité de service a été dégradée sur de nombreux secteurs et les coûts supportés par Île-de-France Mobilité ont augmenté, contrairement aux engagements initiaux. D'où le pass Navigo qui va augmenter à 89% au 1er janvier et atteindra 97. Le pass Navigo qui va augmenter à 89 € au 1er janvier et atteindra 97 € en 2028. À la fin, ce sont les usagers et travailleurs qui payent. Les coûts engendrés par le processus de privatisation pour la collectivité, rachat par IDFM, des seuls biens liés à l'exploitation, environ 4,9 milliards. Il doit racheter tous les dépôts de la RATP. Et le matériel, 4,9 milliards. Coût de l'organisation du transfert des agents de la RATP aux futurs concessionnaires. Coût des réorganisations de la RATP. Et enfin, coût généré par la réponse aux appels d'offres. Sont autant de moyens en moins au service du déploiement et du renforcement de l'offre de transport en Île-de-France. Les usagers nocéens, du 113 notamment, vous l'avez cité, le 214, en mesurent chaque jour les effets délétères. Monsieur le maire, il paraît que vous murmurez à l'oreille de Valérie Pécresse. Notre demande est claire, elle doit entendre qu'il faut un moratoire immédiat sur la privatisation de toutes les lignes de bus RATP, revenir à un véritable service de qualité partout et réorienter ce budget vers le prolongement de la ligne 11, si nécessaire, dans le bassin. Au regard de l'ambition du plan et des réserves consignées dans l'avis de la commune pour rappeler le besoin impérieux de l'arrivée de la ligne 11, nous voterons bien sûr pour l'avis. Monsieur Hamache, je vous ai bien entendu. Alors j'aimerais qu'on remette le débat sur ce qui nous concerne. Vous le savez, vous êtes vous-même suffisamment impliqué et je sais votre honnêteté intellectuelle. Vous ne pouvez pas dire que c'est Valérie Pécresse qui a décidé de la loi qui met en relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien. Je vous rappelle, puisque vous le savez, que c'est en dernier lieu une loi du 27 décembre 2023. Sauf erreur de ma part, Madame la Présidente de la Région n'était pas législateur le 27 décembre 2023. Ça, c'est la dernière loi. La première loi, elle a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Et Monsieur le maire, cette loi, la PPL, elle échelonne. D'accord. Elle échelonne. D'accord. Mais si on veut revenir sur une obligation légale, une loi peut parfaitement le faire. Est-ce que les gouvernements de droite comme de gauche qui se sont succédés ont mis un frein à ce qui a été engagé il y a très longtemps sous l'impulsion de l'Union européenne, mais avec, je le dis sans aucun problème, puisque je suis pas, vous connaissez peut-être mes positionnements, je suis pas très favorable à cette privatisation non plus. Mais je ferme la parenthèse. Les gouvernements de droite comme de gauche ont plié sous l'Union européenne. Bon, très bien. Mais on peut pas dire, honnêtement, moi je suis pas un défenseur de la privatisation, donc je vais pas vous dire le contraire, mais on peut pas dire honnêtement que ce soit Madame la Présidente de la Région qui ait décidé de cela. Vous le savez, dans un état de droit, il y a une loi, on doit la mettre en œuvre. Alors moi à titre personnel, je suis pas favorable. Maintenant, elle est devant nous. Évidemment, moi je suis très sensible à la gestion du service public et du service rendu à la population. Est-ce que la privatisation permettra d'avoir un meilleur rendu et une meilleure efficacité ? J'en sais rien. Et effectivement, il n'y a pas forcément eu d'expérimentation suffisamment longue avec des résultats établis qui permettraient d'arriver à ce résultat-là. Donc maintenant, je veux revenir quand même sur le plan de mobilité, parce que vous avez dit des choses et vous savez que c'est pas l'objet du plan des mobilités. Vous savez que l'objet du plan des mobilités, c'est pas le contrat de plan État-région. Alors ça va peut-être perdre tout le monde avec des termes techniques, mais le CPER, c'est le contrat de plan État-région qui fixe notamment les orientations budgétaire et l'impact budgétaire et les crédits qui sont accordés. Et dans le CPER, le contrat de plan État-région, nous avons bien obtenu d'avoir les crédits d'études pour le prolongement de la ligne 11. Le plan de mobilité, alors ça fait partie effectivement des éléments qu'on a remis et qu'on veut souligner. Dans le cadre du territoire, parce qu'on a hier soir, jusqu'à pas d'heure, nous étions au territoire et nous avons aussi parlé de ce même plan et de l'avis du territoire. Là aussi, sur tous les axes, à chaque point, on s'est mobilisé, on s'est astreint à rajouter dans chacun des axes la ligne 11.
que ce soit sur l'attractivité économique, que ce soit sur les mobilités douces, que ce soit sur le rayonnement, à chaque fois, à chaque paragraphe, on a remis un bout de ligne 11 pour dire la volonté partagée par l'ensemble du territoire, des 14 villes du territoire de Grand Paris Grand Est, notre volonté de porter la ligne 11. Là, aujourd'hui, on remet une couche, mais bon, dire que il n'y a pas de prolongement de ligne 11 dans le plan de mobilité, vous savez parfaitement que le plan de mobilité, ce sont les grands schémas, les grandes intentions. Alors peut-être que effectivement, c'est un document de trop dans toute la strate de documents qu'on a à soumettre, et on ne comprend pas très bien ce qui a une force contraignante et impactante. On n'arrive pas à le différencier avec le schéma d'intention, j'y adhère, mais dire que là-dedans c'est pas prévu et donc la présidente de région n'en tient pas compte, c'est pas vrai. Elle n'était pas obligée de venir le 11 juin à 11h pour la ligne 11 en 2023. Elle est venue. Et ça a radicalement changé la position de la région. Je peux vous l'assurer, demandez à vos camarades et collègues qui sont à la région, qui peut-être peuvent vous dire aussi ce qu'il en est d'un point de vue administratif. Cette mobilisation a changé la donne. Enfin, vous pouvez dire que c'était un plan de communication, ce que vous voulez. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais vous savez que ça a changé la donne. le 11, on y était tous ici. Mais vous savez que ça a changé la donne. Vous le savez que ça a changé la donne. Vous savez que la ligne 11, elle était morte et enterrée. Et demandez franchement à l'ancien maire des Lilas qui avait milité pour avoir le prolongement jusqu'au Lilas et jusqu'à Rosny. Il peut vous assurer, et pourtant il n'est pas forcément, on partage pas forcément les grandes tendances politiques au niveau national. Là-dessus, il peut vous dire exactement ce qu'il en était de la mobilisation et de Neuilly-sur-Marne et de Noisy-le-Grand avec les maires respectifs de l'époque. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez que ça a été un changement radical depuis la venue de Valérie Pécresse le 11 juin 2023 à Neuilly-sur-Marne, à Maison-Blanche. Donc aujourd'hui, on est en bonne voie. Maintenant, au niveau national, quand on entend les grandes lignes qui consistent à dire on fera pas de TGV, on mettra des lignes de bus à la place, effectivement, moi aussi, je suis un peu inquiet. Quand on dit à toutes les villes, et notamment la nôtre, qu'on aura plus d'1 million d'euros de captation par l'État pour rembourser la dette qui a été creusée depuis 1979, enfin, il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Voilà. Juste, je rajouterais, hier à 15h, j'étais encore en entretien avec M. Ravier, le directeur adjoint d'IDFM, et M. Grégoire Delastéry, l'élu à la région sur les transports. L'échange qu'on a eu, on était très clair, on était d'accord sur notre désaccord. Il y a un choix qui n'a pas été retenu de la région, qui est la régie régionale. Vous savez, les agents RATP ne sont pas attachés spécialement à la RATP, ni même les élus locaux. Le sigle, peu importe, ce qui intéresse, c'est la puissance publique. L'échange que j'ai eu donc, avec ces deux personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas fait le choix de la régie régionale. C'est-à-dire, la région pourrait être l'employeur, hein, c'est tout simplement ça ce que ça veut dire. Elle a fait le choix de rentrer dans une dénationalisation de la RATP avec une privatisation, puisque, y compris les salariés qui y travaillent, ne seront plus sous statut d'agent public. Donc, c'est un choix, probablement en toute complicité avec l'État, avec les gouvernements, le cas échéant, qui n'ont pas porté assez fort, en tout cas, cette dénationalisation des entreprises. Tout ce qu'on sait en tout cas, qu'en Angleterre, ils reviennent, ils renationalisent. En Allemagne, ça a été le cas. En Hollande, c'est le cas. Nous, 30 ans après, on va faire ce qui a été une catastrophe. Moi, je pense que l'enjeu principal, c'est l'efficacité. Et de quelle manière on arrive à avoir un service public qui soit efficace avec les moyens de mesurer, de contrôler. Et dès lors qu'on s'assure qu'on est en capacité d'avoir un service public qui est efficace, que ce soit telle boutique ou telle autre boutique qui la gère, en réalité, peu importe. Mais il faut qu'on s'assure de l'efficacité. Monsieur Soronelas. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, ma délégation s'appelle Transformation économique. Donc la transformation économique, elle dépend également de la mobilité, c'est-à-dire de la capacité des personnes à se déplacer pour le travail ou pour d'autres raisons,
ou à ne pas se déplacer, parce qu'il y a d'autres modalités d'exercer les activités. La délibération comporte un certain nombre de réserves, que j'approuve absolument. Mais je voudrais les souligner. Parce que, comme je dis souvent, je commence à être vieux, donc quand il y aura des bus ou des métros, il est probable que je ne serai plus en état de monter dedans. Mais quand même, chacun pourra se souvenir de mes propos. Je ne suis pas du tout convaincu que le plan tel qu'il est et tel qu'il a été construit va atteindre les objectifs qu'il se fixe, et notamment le TCLP. Je pense qu'il y a des problèmes à la fois de fonctionnement et des problèmes de temporalité. On le dit dans les réserves. Il paraît que Shell Val de Fontenay, ça fait 8,9 km. Alors je me suis amusé. Pour aller jusqu'à la station de la ligne 15 qui se trouve à Villiers, il y a 5,9 km du centre-ville. Et pour aller à Champs-sur-Marne, il y a 5,4 km. Désolé, je suis un peu un scientifique, donc je compte des choses. On m'explique ensuite que le TCLP, ça va bien fonctionner en termes de flux, c'est-à-dire qu'on met un gros tuyau et il y en a un petit après, et on va quand même écouler le même volume d'eau. Si mes ingénieurs en comité de projet m'expliquaient ça, ils prenaient la porte. On m'explique que soudainement, on va avoir 50% de plus de trafic et du coup, on va réduire dans des proportions gigantesques l'utilisation de la voiture avant qu'il y ait la ligne 11. Mais il faut faire le calcul. Ça voudrait dire que soudainement, en quelques années, 50% des gens se mettent à ne plus utiliser leur voiture sur notre portion à nous. Ça s'appelle nous prendre pour des imbéciles. Donc il y a quand même dans cette construction un discours conforme de l'intérêt de chacune des villes. En gros, Val-Fontenay a fait construire des tas d'immobilier pour des bureaux. Bon, bah ouais, peut-être qu'aujourd'hui on travaille plus forcément dans les bureaux, mais ils ont besoin que les gens viennent. Soyons clairs, nos chers collègues du Perreux, ils en ont strictement rien à faire parce qu'ils ont une station de bus. Donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur paye une voie urbaine. Et quant à Noisy-le-Grand, ça me complètement, alors que justement, dans les travaux, il n'y a pas les problématiques de transverse et que la première difficulté qu'on éprouve ici, c'est d'aller à Noisy-le-Grand, sur un pont, etc. Donc je reviens pour la troisième fois d'une zone urbaine de 40 millions d'habitants, où il y a des transports en commun partout. Et ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que, en gros, ils s'y sont mis sérieusement depuis 1923, c'est-à-dire le tremblement de terre qui avait eu lieu là-bas. Mais avec des infrastructures lourdes. Moi, il me semble que la régulation des bus peut se faire avec autre chose que 309 millions pour faire des bus en voie propre. Je ne suis pas convaincu du tout par le projet. Par contre, que ce soit indispensable d'augmenter, d'améliorer la fréquence des bus sur la Nationale 34, c'est évident, et c'est évidemment une bonne idée. Qu'il soit nécessaire de réduire les transits des véhicules pour se déplacer d'un endroit à l'autre aussi. Mais dans ce cas, le transit, j'espère qu'il se fera vers la station de Noisy-Champs ou vers la station de Villiers. Que d'ailleurs, au passage, il y a d'autres moyens, on n'est pas obligé d'aller à Val-Fontenay pour suivre la ligne 15. Regardez les cartes. Je veux dire, je sais bien que je suis bigleux, mais enfin de temps en temps, j'ai eu l'impression l'autre jour que je voyais mieux les cartes et les différentes stations que ceux qui nous faisaient la présentation. Et ils étaient contraints eux aussi, il faut bien fâcher personne. Donc j'ai quand même quelques doutes. Et les questions de temporalité sont extrêmement importantes. Il faut arriver à réduire les flux d'utilisation des transports, les flux de véhicules. D'une part, c'est tout bête. Les entreprises aujourd'hui qui ont extrêmement de difficultés à manager, c'est-à-dire à gérer les gens et à les motiver, veulent tous les voir dans le bureau, comme ça on va pouvoir les faire obéir. C'est le management des années 20. C'est pas 1920, voire 1820, pas 2020 ou 2120. Or, on peut constater que pour une part d'entre nous, on est capable de travailler à distance 1, 2, 3, 4 jours par semaine, ça dépend. Mais rien que ça, si on travaille 1 jour par semaine, c'est 10% moins d'utilisation du transport, du trafic et de perte de temps. Donc ces axes sont importants.
Les modalités d'organisation du travail sont des éléments importants de la transformation économique. On peut également imaginer des véhicules qui sont interdits en France. Je connais donc un pays où il y a des voitures qui font pas plus de 3,40 m, qui font pas plus de 72 chevaux, et qui sont aidées par l'État, ce qui fait qu'elles coûtent 12 000 €. Et elles permettent de circuler dans les zones urbaines. Elles ne sont pas aux normes européennes, celles-là. Hein. Et elles ne sont pas construites par... Vous voyez, donc il y a quand même tout un tas d'aspects. Hein. La mobilité, ça ne consiste pas simplement à décider que les fabricants de bus veulent vendre des bus, les fabricants de tramways veulent vendre des tramways, les fabricants de trains veulent vendre des trains, et ceux qui font du béton et coulent du goudron, ils veulent couler du béton et couler du goudron. Hein. Il me semble que c'est un petit peu plus large que ça, et je trouve, globalement, derrière de très jolis mots sur le verdissement et autres, ça manque de hauteur sur les transformations que nous sommes en train de vivre. Donc je ne suis pas vraiment convaincu, et je pense que nos réserves sont importantes, la temporalité sont importantes, si on veut effectivement réduire les flux. Et du coup, on se posera la question d'avoir des mobilités de proximité, mieux organisées, parce que si on est un peu plus souvent sur notre territoire, on aura envie un peu plus de s'y déplacer, donc de trouver des services et autres. Hein. Donc c'est pour ça que je suis un garçon discipliné. Si, parfois. Donc je pense que, bien sûr que je vais voter notre délibération, parce qu'elle comporte ces réserves-là. Mais c'est pas gagné. Je crois que chacun doit prendre conscience que la mobilité, c'est pas une histoire de jeu, de privatisation. Au fait, l'endroit d'où je viens, les entreprises publiques les plus rentables sont justement les entreprises de transport. Parce qu'elles ont construit du transport partout. Tout le monde les utilise. Les gares sont des lieux de vie, sont des lieux de service. Alors, comme ils ont besoin un peu de sous pour faire des réparations dans les endroits où il y a des tremblements de terre, ils ont décidé quand même d'ouvrir le capital de ces sociétés-là. Tout le monde se jette dessus, et tant mieux. Les gens de Tokyo, ils vont permettre de reconstruire les zones qui ont été abîmées ailleurs. Eux, ils avaient déjà eu le tremblement de terre en 1923. Ça suffisait déjà. Merci, M. Soronellas. Si vous êtes d'accord, on passe au vote. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, et je vous en remercie. Le point suivant, Monsieur Denis, sur l'actualisation du plan d'organisation de la surveillance et des secours de la piscine Plein Soleil. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville gère une piscine municipale offrant des apprentissages de natation aux plus jeunes et des créneaux pour les associations et les aînés. Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, le POS, de la piscine Plein Soleil, établi en 2019 et mis à jour en 2021, regroupe les mesures de prévention des accidents. La chef de bassin propose une nouvelle mise à jour pour préciser les règles de sécurité et les moyens de secours pour les associations sans personnel municipal. Un ordinogramme a été élaboré pour ces consignes. Les élus doivent approuver cette réactualisation et l'Assemblée en délibérera. Merci Patrick. Donc, à l'initiative de la chef de bassin, le plan a été revu. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Madame Lacroix, sur la constitution d'un groupement de commande entre la ville et le CCAS. Oui, bonsoir à tous. Comme par le passé, il vous est proposé de renouveler des groupements de commandes entre la ville et le CCAS, et ce pour améliorer l'efficacité des achats et limiter les refacturations entre les deux. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver les conventions de groupement de commandes entre la ville et le CCAS et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant de les signer. Merci Madame Lacroix. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix. Des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Le point suivant sur Madame Personne, donc pour les avenants aux conventions d'objectifs et de financement pour l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire. Si vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout au long de l'année, la ville de Neuilly-sur-Marne propose un accueil des plus jeunes au sein de ses centres de loisirs. Cet accueil s'adresse également aux enfants porteurs de handicap. La ville est ainsi engagée par l'intermédiaire de 2 conventions d'objectifs et de financement 2023-2024 avec la Caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis concernant le financement des temps d'accueil d'une part du périscolaire et d'autre part de l'extrascolaire. La CAF fait aujourd'hui évoluer les modalités de financement de ces temps d'accueil, permettant notamment de mieux prendre en charge les enfants porteurs de handicap accueillis sur les temps périscolaires, extrascolaires ou lors de séjours organisés par la ville. Il est ainsi nécessaire de modifier les 2 conventions par avenant, ce qui aura donc pour effet positif de renforcer les modalités de financement pour la ville de Neuilly-sur-Marne, financement soumis à déclaration et contrôle de la part de la CAF de Seine-Saint-Denis. Les conditions de prise en charge des plus jeunes enfants restent inchangées. Il est donc demandé aux élus d'approuver les termes des avenants, des conventions d'objectifs et de financement relatifs à l'accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire et extrascolaire joints en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les dits avenants et tout document lié à ce dossier. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci Madame Personne. Donc il s'agit simplement de mieux prendre en considération ces situations. Des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant pour Monsieur Lepont sur les décisions modificatives des budgets de la ville et de la cité artisanale pour l'exercice 2024. Bonsoir à tous. Afin d'ajuster au mieux l'année budgétaire 2024 qui se termine, il est proposé d'ajuster le budget ville tel que le tableau présenté le stipule, en fonctionnement et en investissement. Il est donc demandé aux élus d'adopter la décision modificative numéro 4 et de procéder aux modifications chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. De même, en ce qui concerne le budget cité artisanale, pareil, vous avez le détail des ajustements. Il est demandé aux élus d'adopter la présente décision modificative numéro 1 de la cité artisanale, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Il appartient à l'Assemblée de délibérer sur ces 2 décisions modificatives présentées. Il vous est joint les budgets villes des M4 et les budgets cité artisanale des M1, tels que la nouvelle nomenclature le demande. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Merci. Oui, on a vu qu'il y avait des mouvements conséquents, notamment sur les denrées alimentaires, 180 000 €. Évidemment que c'est conséquent et ça fait l'objet effectivement d'une modification. Néanmoins, dans le même ordre d'idée, probablement pas à cette hauteur-là, mais on n'a pas retrouvé le provisionnement sur le financement de l'uniforme à l'école. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il est dans un... Non, il avait déjà été prévu. Ah bon? Oui. Bon, écoutez, on l'a pas trouvé. Non, mais on l'avait déjà passé et ça avait déjà été prévu. Donc, il n'y a pas de sujet sur les uniformes. Je mets... Oui. Oui, au fait, juste pour le chiffre 180 000 €. C'est un grand montant. En fait, on voulait juste savoir comment ça se fait que ça a été sous-estimé lors des prévisions. Ah bah ça, on n'est pas devin. Et la deuxième chose, il n'y a pas de recette juste en face. Enfin, pour les 180 000 €, vous dites qu'il y a une augmentation du nombre de repas. Oui. Oui, et le prix.
Mais donc, il n'y a pas de recettes à côté. Est-ce qu'il y a des recettes à côté, en face ou pas? Les recettes, on les aura, on pourra les titrer une fois qu'on aura exactement le montant. On ne peut pas tabler sur un niveau de recette, quel qu'il soit, sans qu'on ait l'exact. Alors peut-être qu'il y aura une DM à la fin de l'année qui permettra d'établir. Là, pour avoir l'équilibre, on n'a pas besoin d'inscrire de recettes en face. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas écrit on n'a pas de recettes en face, puisqu'on a la RODP, donc la redevance d'occupation du domaine public, et les autres produits qui permettent d'arriver à l'équilibre sur l'ensemble, puisque c'est aussi un jeu d'écriture. Sur les produits alimentaires, on n'est pas devant. Donc, d'une part, on ne sait pas combien d'enfants vont s'inscrire à la cantine. Et il est vrai que c'est très imprévisible d'une cantine à l'autre, d'un jour à l'autre. Il fait beau, il fait pas beau. Il y a une difficulté X ou Y qui fait qu'on a plus d'enfants dans les cantines. Et ce qui est vrai aussi, c'est que l'alimentaire a pris énormément. Et qu'en début d'année, moi je vous mets au défi de prévoir exactement le taux d'augmentation du produit, en tout cas du prix des produits alimentaires d'une année à l'autre. C'est un exercice qui est impossible. Comme vous le savez, les exercices budgétaires se préparent entre septembre et novembre de chaque année pour l'année entière qui suit. Donc parfois plus de 15 mois avant la fin du dernier exercice et du dernier euro du budget qui est dépensé. Donc c'est un exercice qui est compliqué, c'est fait à base de prévisions et de ce qu'on peut penser de la situation géopolitique et de l'évolution des prix. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train de préparer le budget pour l'année prochaine, c'est entre septembre et novembre. Y a-t-il eu une commission finance? C'est avec les services, donc il y aura la commission finance en temps et en heure. Okay, merci. La commission finance, comme vous le savez, est tout le temps convoquée avant le débat d'orientation budgétaire. J'en profite et je ne suis pas hors sujet, monsieur le maire. C'est juste pour vous dire, ça doit être encore un oubli. On n'a toujours pas le calendrier des CM et on le découvre comme tout le monde. Neuilly, dans le magazine mensuel, on aimerait bien le recevoir pour anticiper et pour travailler dans bonnes conditions. Et ça sera transmis effectivement au service. Vous nous avez dit ça, c'est la troisième fois que je vous le demande. Non, c'est pas la troisième fois que vous le demandez. Non. Allez, on met au vote. Y a-t-il des votes contraires? Alors, on fait d'abord la ville, puis la cité artisanale. Oui. Ah, c'est le vote. Ouais. Mais on fait d'abord, on doit faire deux votes différents. Donc, pour la ville, vote contraire. Ok. Vote abstention, non. Et pour la cité artisanale, vote contraire. 4 voix contre. Des abstentions, non. C'est adopté. Nous passons au point suivant pour Monsieur De Chauvigny sur les régularisations comptables en lien avec la mise à jour de l'inventaire et sa mise en place pour les budgets villes et ports de plaisance. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc une mise aux normes de la nomenclature comptable de nos comptes a été demandée par la Trésorerie publique. Il nous a été demandé d'effectuer certains jeux d'écriture qui n'ont aucun impact financier. L'impact sera uniquement sur les tableaux d'inventaire. Donc sur le budget ville, nous sommes invités à autoriser le comptable public à effectuer la reprise des amortissements sur le compte 28 04 411 et à mouvementer en débit le compte 28 044 11 par le crédit du compte 1068 pour la somme de 427 194 €. Et sur le budget port de plaisance, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser le comptable à effectuer la reprise des amortissements sur le compte 28 184 et à mouvementer en débit le compte 28 184 par le crédit du compte 1068 pour la somme de 2298 €. Donc il appartient aux élus de délibérer sur les mesures présentées. Merci Monsieur De Chauvigny. Donc il s'agit d'ajustement d'écriture comptable suite à la mise en place de la M57. Vous avez dit pour la ville, en fait c'est pour évidemment toutes les villes, mais c'est ce que vous aviez déjà dit dans une dernière séance du conseil municipal. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Le point suivant, Madame Cissé étant retenue et empêchée, je prends le point sur la gestion du centre social Louise Michel et donc l'atelier des projets.
Comme vous le savez, l'atelier des projets a été remunicipalisé, ce qui permet d'être intégré de manière plus forte dans le cadre des activités municipales qui sont pilotées par la ville. Et dans le cadre notamment de la création de la résidence de la réussite, on y avait déjà consacré plusieurs conseils municipaux suite au vote en comité social territorial le 24 avril dernier. Donc je rappelle que la nouvelle offre qui est proposée par la résidence de la réussite permettra à la ville d'agir avec des moyens humains et financiers qui sont renforcés sur plusieurs sujets qui sont très différents, tels que le soutien scolaire, le mentorat, la découverte des métiers, la transformation économique, les activités aussi de type campus intelligent avec des MOOC qui seront mises en place et l'accompagnement à la création d'entreprises parmi bien d'autres activités. La CAF a simplement demandé que le conventionnement avec la ville soit mis à jour pour que l'évolution administrative et le rattachement du centre social à la ville puisse être intégré. Donc il est simplement demandé d'approuver le rattachement juridique du centre social à la commune, d'autoriser monsieur le maire à modifier en conséquence la convention qui est relative donc au centre social avec la CAF, la signer, ainsi que signer tout acte se rapportant au transfert du centre social, et j'ajouterai ou par son représentant s'il est empêché. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Amache. Oui, ça revient un peu comme un serpent de mer, ce projet de résidence de la réussite. Alors, on a régulièrement des bribes d'éléments qui pourraient constituer. On l'a eu avec la création des postes. Néanmoins, cette résidence de la réussite, personne ne connaît les contours, en tout cas des échanges que j'ai avec les Nocéens, avec mes collègues. Cette notion-là, c'est quelque chose qu'on entend parler, mais on ne connaît pas véritables les contours. Vous les avez exposés quelques-uns, en tout cas, ce qui serait du périmètre de cette résidence. Mais bon, il arrive à un moment donné où il faut qu'on s'engage sur quelque chose, mais qui est quand même très virtuel dans la réalité. Très virtuel, c'est pas tellement la réalité, mais ce sont des termes qui arrivent régulièrement dans les délibérations, mais qu'on ne connaît toujours pas le projet définitif autour de cette notion-là, résidence de la réussite. Nous abstiendrons. Alors, monsieur Amache, quand il y a un comité social territorial, ensuite il y a un conseil municipal, il vous a pas échappé que la période faisait en sorte que forcément ça tombait après les périodes des congés scolaires d'été, estivaux, et les équipes qui ont travaillé à la mise en place de la résidence de la réussite poursuivent évidemment les missions qu'ils avaient avant, avec tout un panel de nouvelles activités qui sont en cours d'élaboration et de finalisation. D'ici la fin de l'année 2024, nous aurons, nous aussi, un plan de bataille qui sera bien établi et bien ficelé pour qu'on puisse annoncer quelque chose de réalisé. Évidemment, il y a un travail en amont qui doit être fait, et c'est le travail qui est en train d'être fait par les équipes. Donc une fois que ça se sera finalisé d'ici en gros quelques semaines, début 2025 au plus tard, la résidence de la réussite aura ses contours, avec également la signalétique qui va bien, avec les activités qui seront bien présentées pour que vous puissiez, ainsi que les Nocéens, en prendre connaissance comme il se doit. Je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autres questions, donc abstention, vous m'avez dit? Ouais, 4 abstentions, des votes contraires? Non. Donc c'est adopté, et il s'agissait simplement de modifier la CAF pour dire que c'était la ville et non plus le CCAS qui était en charge de la résidence de la réussite. Monsieur Soronellas, sur la convention relative au paiement des honoraires des médecins agréés, sollicité par le secrétariat du conseil médical du conseil médical interdépartemental, placé auprès du CIG de la Petite Couronne, et aux modalités de remboursement de ces frais. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien donc, la délibération porte sur une convention avec le CIG, Centre interdépartemental de gestion. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le Centre interdépartemental de gestion permet de mutualiser
des activités en direction des personnels des différentes collectivités. En l'occurrence, pour ce CIG-là, c'est celui de la Petite Couronne, c'est-à-dire des départements autour de Paris. Bêtement, hein, on mutualise. Pourquoi ? Parce que on a plus de gens, on a plus d'activités, donc on fait ce qu'on appelle des économies d'échelle, donc le coût unitaire d'une activité est plus faible, et d'autre part, on peut se lancer dans des activités plus diversifiées. Là, en l'occurrence, il s'agit de médecins qu'on sollicite pour les comités médicaux, et figurez-vous que le système actuel conduit à ce que le médecin il soit payé tardivement. Comme tout bon salarié, on souhaite avoir à la fin du mois le paiement de ce qu'on a effectué dans le mois en question. Et si c'est pas le cas, on se tourne vers ceux qui payent plus vite. Donc, si on paye pas bien vite, on risque d'avoir un peu de mal à trouver des médecins pour les comités médicaux, ce qui pénalise évidemment nos personnels qui vont pas pouvoir suivre les différentes étapes en la matière. Donc l'idée, c'est de faire que aujourd'hui, ce sont les collectivités qui doivent payer le médecin pour chacun des agents de leur ville, et bien que ce soit directement le CIG qui paye le médecin, puis ensuite, 2 fois par an, les collectivités rembourseront le CIG. Donc on essaie de simplifier la procédure, à la fois au bénéfice de ceux qui bossent, c'est-à-dire les médecins, et puis de l'exercice du service au personnel, qui est entre autres le comité médical. Voilà. Comme quoi, quand on veut, on trouve des structures et des modes de fonctionnement qui permettent tout simplement de rendre mieux le service. Donc vous êtes invités à délibérer. Merci, M. Soronellas, d'avoir explicité cette délibération. Y a-t-il des questions, des observations ? Non. Je mets aux voix des voix contraires, des abstentions, unanimité. Le point suivant, Monsieur Lepont, sur le personnel communal et la prise en charge des frais professionnels du personnel du centre équestre. Conformément à la Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023, aux obligations de l'employeur en matière de frais professionnels, les agents du centre équestre peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale de leurs frais de déplacement professionnel sous certaines conditions et sur présentation de justificatifs. C'est notamment le cas lors des concours extérieurs et des concours nationaux à la mode Beuvron. Les conditions et montants de prise en charge sont détaillés en annexe. Les frais de repas, d'utilisation de véhicules personnels, les frais d'hébergement lors des déplacements en France, type de frais par journée, par mois, etc. Vous avez tout le détail dans l'annexe. Il est demandé à l'Assemblée d'instaurer le remboursement des frais professionnels au personnel du centre équestre selon les modalités présentées et bien entendu concordant avec les accords de convention collective et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Les élus sont invités à délibérer. Merci. Y a-t-il des questions, des observations ? Oui. Oui. Bonsoir. Nous souhaiterions savoir pourquoi le barème de remboursement est dégressif. C'est la convention collective. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Là, au fait, parce que vous avez parlé que ça, c'est pour les concours. En fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi du 4e au 24e mois, ils vont rester 4 mois, ils vont rester 24 mois, enfin... C'est la convention collective et on a repris simplement... Non, mais on veut savoir, dans notre cas, à Neuilly-sur-Marne, est-ce qu'ils vont que pour une journée ? C'est juste pour mettre... Par exemple, pour les concours nationaux à la mode Beuvron, il leur arrive de partir une semaine. Non, mais on a juste repris le cadre de la convention collective, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant sur notamment l'évolution du tableau des effectifs. Alors, il est proposé notamment, donc on a les mouvements qui sont intégrés avec les suppressions, créations qui correspondent notamment aux évolutions
carrière de nos agents, et notamment la commune tient à encourager la promotion interne et propose de créer 2 postes de catégorie B dans la filière technique pour permettre à nos agents qui ont réussi de pouvoir endosser ces responsabilités. Il convient aussi d'autoriser le recrutement d'agents contractuels en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires. Évidemment, priorité aux fonctionnaires, mais en cas d'impossibilité établie, il est proposé comme d'usage de pouvoir y pallier à l'aide de contractuels. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour nos agents. Et le dernier point, ce sont les décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. On est simplement invité à en prendre acte. Nous en prenons acte et nous vous souhaitons une bonne soirée. Alors, Monsieur Ben Saïd, le prochain conseil municipal, puisque vous demandiez les dates, c'est le 18 décembre prochain. Et vous aurez un calendrier complet. Merci. Très bonne soirée à toutes et à tous.